Bienvenue à toutes et à tous sur le plateau des ondes clandestines. Aujourd'hui, émission juridique, émission spéciale, puisqu'on va parler de la probation, littéralement le temps de mise à l'épreuve. Jean-François Carracci a une connaissance, encore une fois, très fine du sujet, puisqu'il a connu la case prison. Écoutons-le. Aujourd'hui, je vous propose un podcast sur la probation. Pour ce que j'ai à en dire de la probation, moi qui ai été en probation à une époque de ma vie, par exemple, bien lorsque j'avais trop demandé à des gendarmes de ce que je pensais être une situation qui m'était défavorable, eh bien le parquet de Versailles a décidé que j'avais un peu trop demandé à la justice et en particulier à des OPJ de faire leur travail et que donc je les avais harcelés. Donc acte, autorité de la chose de juger, j'ai accepté la décision et en acceptant la décision, eh bien j'ai accepté de me rectifier. Un peu comme un rite écossais ancien et accepté et un rite rectifié. Quelle serait la différence entre les deux? Un où on accepte l'idée que rien ne doit changer et l'autre que le temps fait qu'on doit s'adapter et voir les choses autrement à chaque génération. Pour ce qui est de l'approbation, moi c'est une chose que j'ai tout à fait comprise et admise. Le fait que la justice me dise « Monsieur, vous nous avez trop écrit pour nous expliquer que vous étiez victime et votre témoin principal est mort et vos preuves sont restées derrière vous puisque vous avez déménagé 20 fois en 20 ans. Ok, peut-être êtes-vous autant victime que vous le dites, mais c'est pas à nous à en faire la preuve, c'est à vous. » Bon. Il y a eu un gros débat sur la charge de la preuve entre eux et moi, où suivant si on est victime ou coupable, présumé victime, présumé coupable, eh bien la charge de la preuve n'est pas la même. On dit, quand on fait son code civil, la bonne foi est toujours présumée, c'est à celui qui allègue la bonne foi, la mauvaise foi à la prouver. La bonne foi est toujours présumée, c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. Ok, la phrase est jolie, mais quand est-ce qu'on se retrouve du bon côté du manche ? C'est une question de circonstance, bien souvent, qu'on ne recherche pas à l'avance. On ne sait pas. Donc l'approbation, oui, c'est une chose extrêmement intéressante. Les SPIP, vous savez que les services pénitentiaires, les flics et les juges parmi vous qui peuvent nous écouter le savent, mais d'autres ne le savent pas, mais les SPIP n'existent pas depuis longtemps. Le fonctionnement des SPIP tel qu'il est aujourd'hui. Et ça, c'est aussi extrêmement intéressant. J'ai eu des SPIP très désagréables, j'ai eu des SPIP très agréables, parce que c'est à la gueule du client, entre guillemets. C'est-à-dire que pour un même dossier, pour un même détenu, eh bien les choses vont se passer très différemment d'un ancien détenu à l'autre, ou d'un toujours détenu d'ailleurs, puisqu'on peut avoir son SPIP quand on est en incarcération, au moment où on y est, mais aussi dehors quand il y a du sursis ou qu'il y a mise à l'épreuve lorsque l'État décide qu'il faut continuer à suivre quelqu'un. Moi, cette probation m'a beaucoup été utile, en fait, parce que pendant que j'étais en probation, eh bien, j'ai été reconnu par le Grand Conseil de l'Ordre de Malte, par le grand officier de justice Roberto Montefusco, comme je vous l'ai dit précédemment, et aussi d'autres choses, pareil dans ma vie professionnelle, où j'ai réintégré à l'époque un bureau d'études qui travaillait à la Direction Générale à l'Armement, et avec la Direction Générale des services extérieurs. Donc, je ne pouvais pas être celui qu'on a vendu. Je ne pouvais pas être le sociopathe, le mec ingérable, menteur que les parties adverses avaient voulu, avec beaucoup d'intérêt, vendre, puisque le métier que je faisais, l'accès au métier que je faisais et la compétence du métier que je faisais correspondait à ce que je disais toujours et à l'homme fiable que je prétends être. Pareil pour l'histoire du Grand Conseil de l'Ordre de Malte, qui n'est composé que d'aristocrates européens. On n'a pas affaire à un club de bridge qui a envie d'exister coûte que coûte. On a affaire à des gens de mon monde qui m'ont reconnu comme étant un membre de leur monde. Eh bien ça, alors que j'avais demandé à la justice, justement à ce moment-là, en 2019, j'avais demandé à Versailles, très officiellement, écoutez, vous vous posez la question de qui je suis,
Vous avez un avis très défavorable puisque Jacques Martin a parfaitement fait le travail au profit de François-Joseph Karachi. Bien, faisons des tests ADN ensemble, on répondra à la question ensemble. Je peux prendre le risque de faire cela en imaginant que les tests ADN soient faits dans la plus grande régularité et sans aucune corruption cachée quelque part. Et la justice française n'a pas voulu faire officiellement mes tests ADN, et j'ai su plus tard que officiellement ils les ont pas fait, mais officieusement oui. Parce que si la justice française avait fait officiellement mes tests ADN, ils auraient été obligés de dire « Ah mais merde, Jean-François Karachi est bien le fils de Michel de Roumanie ». Pourquoi ? Parce que les tests ADN ont été faits dans mon dos, ils ont été faits pendant l'incarcération, ils ont été faits aussi par la confrérie du 500, etc., par les services secrets suisses, etc. Donc oui, la justice française n'a pas répondu favorablement pendant ma probation à mon test ADN, ma demande de test ADN. C'est pas moi qui refusais de faire des tests ADN parce que j'avais peur qu'une vérité remonte. C'est que la France ne pouvait pas, le ministère des Affaires étrangères ne pouvait pas faire officiellement de test ADN parce que ça aurait voulu dire que les résultats allaient devenir officiels et que j'allais succéder à Michel de Roumanie. Donc il y a eu cette danse particulière où je suis un mec qui dit la vérité mais que quand ça arrange les gens, et je mens quand ça arrange beaucoup les gens. Mais ça marche pas comme ça. Tout simplement parce que Ion Kodja, sénateur roumain, avec des universitaires roumains, ont affirmé que j'étais le fils du dernier roi de Roumanie, parce que Ion Kodja était un cadre dirigeant de la Securitate quand je suis né. Tout simplement. Et c'est cette réflexion très solide, très claire, que j'avais proposée à M6 à Libération, et qu'ils ont volontairement fait exprès de monter faux témoins, faux reportages et fausses preuves, parce qu'il fallait écrire les choses autrement. Mais M6 et Libération ne se sont pas trompés parce que j'étais un mec désagréable qui les aurait trompés. Ils me l'ont fait à l'envers parce qu'ils avaient envie de me la faire à l'envers, et ils ont organisé tout cela en conséquence. L'approbation, c'est une chose qui fonctionne quand la personne qui est en probation l'accepte et quand la personne a la vie qui peut correspondre à cette probation. Moi, on me dit, Monsieur Karachi, on vous fout 3 ans de probation parce que vous avez emmerdé la justice française avec vos histoires. Ok, j'ai fait 3 ans de probation, ça s'est très bien passé. J'ai payé mes petites indemnités que je devais aux OPJ, que j'ai un peu trop bousculé parce que je m'inquiétais de l'acte notarié dans la SCI Karachi qui finissait de me déshériter au profit de Sandrine Mignoli Karachi. J'ai pas trouvé les arguments pour pouvoir expliquer à la justice que ma démarche était légitime, dont acte. Il s'est avéré également qu'en octobre 2019, j'étais extrêmement mal accompagné d'un avocat qu'on m'a mis dans les pattes et qui s'est avéré être très peu fiable, puisque le détenu avec qui Bénédicte Karachi-Bokeh a parlé et qu'elle a fourni des enregistrements, ce détenu de Bois d'Arcy a révélé que certains avocats de Versailles, dont un en particulier, auraient, conditionnel, proposé à ce détenu de Bois d'Arcy, alors que j'étais le client de cet avocat, de faire des faux témoignages contre moi en échange d'argent. Donc vous voyez un peu la probité du gars. Mais je cite pas son nom. Le jour viendra où je régnerai, puis je réglerai la question à ma façon. Mais souvent je dis, et je vous l'ai déjà dit, pourquoi j'ai pas tué Roger Cazorla quand il m'a tué mon fils? Alors que j'étais triste, j'avais la haine, j'avais la colère. Mais parce que je voulais pas prendre 30 ans de prison. Je me suis rappelé qu'il y avait un code pénal. Je me suis pas fait justice moi-même parce que la loi ne me le permettait pas. Si la loi française ou italienne ou roumaine m'avait permis de faire un crime d'honneur et que je pouvais le faire, j'aurais peut-être fait ce crime d'honneur. Au contraire, Roger Cazorla me tue mon fils. Il se retrouve par l'ordre des dentistes, entre autres, et par le parquet de Montpellier, en mise à l'épreuve à son tour, mais comme il avait perdu la tête parce qu'il aimait trop sa fille, il avait trop peur que sa fille soit avec un voyou, un roumain de voyou, un voyou de roumain, parce que j'étais pas fils de roi à ce moment-là, je ne le savais pas. Il y avait que Berlusconi, Karachi et autres qui le savaient, et donc voilà.
Le mec est en probation. Il dit, je promets de plus jamais tuer quelqu'un. Ok, mais mon fils, il a ressuscité. Quelle a été ma réparation en moi? Parce que quand il y a probation pour quelqu'un qui a été condamné, il doit boire sa coupe d'amertume. Il doit faire amende honorable. Dont acte. Moi, j'ai su faire amende honorable dans mon passé parce que je comprends quand je fais bien, quand je fais mal. Mais quelqu'un qui ne comprend pas quand il fait bien, qui fait mal, la probation ne sert à rien. Quand quelqu'un vous tue votre fils, il répare ça comment? Il vous en fait un autre? Donc la probation est extrêmement intéressante. Les mises à l'épreuve sont extrêmement intéressantes pour des crimes qui le permettent. Mais quand il y a des situations où rien n'est réparable, et aussi où quand quelqu'un va braquer une banque ou va être dealer parce qu'il a pas le tissu social, il a pas le tissu familial, etc., qui lui permet de faire autre chose, eh bien, il redeviendra dealer, il redeviendra proxénète après sa mise à l'épreuve, après sa probation, après sa condamnation. Alors, la social-démocratie, qui, à mes yeux, est un système extrêmement intéressant et bien positif, rencontre le problème du budget, bien souvent. Un État généreux, un État-providence, trouve sa limite dans l'argent qu'il peut dépenser. Mais il y a de l'argent qui est dépensé intelligemment et de l'argent qui n'est pas dépensé intelligemment. Aujourd'hui, on dit, j'ai lu des rapports sur des critiques du régime carcéral de probation dans les pays du Nord, soi-disant que ça marcherait pas. Moi, alors que j'ai pas volé Olivia Karachi, on m'a fait faire 4 mois et 4 jours de prison pour de l'argent que je n'avais jamais volé. Et les preuves existaient à l'époque. Mais Jacques Martin et François-Joseph Karachi les ont détruites. Les preuves, les relevés de banque, les lettres signées par Charles Moraguès et Olivia Karachi existaient physiquement à Saussan, 34 570, code postal. C'était aux routes de Fabrègues. Ces preuves existaient, mais elles ont été détruites dans mon dos, puisqu'il fallait faire gagner la partie adverse. Et j'assume ces propos-là, parce que je ne mens pas. Je ne suis pas un homme qui ment. Je me crois fils de roi parce que je suis fils de roi. Je me dis innocent parce que je ne suis pas coupable. D'accord ? Donc l'approbation est une chose très bien, mais pour des gens qui ont la vie qui le permet et ont commis le crime qui le permet. Un sociopathe, un tueur en série, bon, évidemment, de facto, il sera normalement pas en probation. Mais quelqu'un qui boit beaucoup, par exemple, et qui tue une personne dans un accident, etc. J'ai connu quelqu'un à Bois-d'Arcy qui avait pris 4 ans de prison ferme, comme ça. La personne prend ses 4 ans, elle sort. Si les raisons de son alcoolisme, si ceci, si cela fait qu'il va se remettre à boire, il recréera un accident et potentiellement, il retuera quelqu'un et l'approbation n'aura servi à rien. Beaucoup de SPIP, d'ailleurs les SPIP sont très très mal payés et je trouve ça pas normal qu'un SPIP soit payé 1600 balles net alors que c'est un travail extrêmement chronophage, nerveusement très compliqué. Travailler en prison, c'est très compliqué. Et en plus, ils sont corruptibles. Quand des grands voyous, comme à la santé, puisque soi-disant c'est familial à la santé, d'après notre ancien maire de Levallois-Perret, il aurait dû rester du coup. Pourquoi il s'est plaint d'avoir été incarcéré, puisque maintenant il fait le malin en expliquant que Sarkozy sera bien à la santé parce que c'est familial. Ben voilà, qui n'a pas compris. On ne choisit pas ce genre de mots. On fait pas le malin tout le temps quand on a volé des dizaines de millions d'euros à l'État français fiscalement. Et je rappelle une chose, ces propos-là ne m'appartiennent, mais Nicolas Sarkozy joue à la victime là en disant il n'y avait pas de preuves sur la condamnation que je viens de prendre là. Sauf que la condamnation, Paul Bismuth, quand il se faisait passer pour quelqu'un d'autre, et que dans les conversations téléphoniques enregistrées qu'il a essayé de faire rendre illégales, parce qu'il disait « Ah, mais c'est Mediapart qui les a transmises, preuve acquise illégalement, preuve illégale de facto ». Et la Cour de cassation a dit non, ces preuves-là sont valables. Et il a d'abord donc été condamné dans l'affaire Paul Bismuth. Nicolas Sarkozy pourrait être crédible dans l'histoire du financement libyen, s'il n'avait pas été pris dans le doigt dans le pot de confiture dans l'histoire Paul Bismuth. C'est ça qu'il faut comprendre. Nicolas Sarkozy, qu'il le comprenne ou pas, ne peut pas argumenter que c'est un mec innocent parce que dans l'affaire Paul Bismuth, il est totalement coupable. S'il n'avait pas été coupable dans l'affaire Paul Bismuth, bien sûr qu'on aurait pu imaginer, et c'est comme ça certainement qu'a réfléchi la présidente du tribunal judiciaire de Paris, et je lui rends encore hommage aujourd'hui,
c'est que le mec dont il est question ment tout le temps, a déjà été condamné pour des faits graves. L'histoire Paul Bismuth, c'était des histoires de magouilles, de magistrats qu'il fallait promouvoir pour pouvoir avoir, dont celui le procureur général de Monaco, pour pouvoir avoir en retour des décisions de justice favorables. On est dans une affaire très grave. Et là, la probation, allez, imaginons, Sarkozy se retrouve en probation, aménagement de peine, il fait passer 5 ans, il les fait chez lui, et il jure qu'il fera plus rien de mal dans sa vie. Ok, il a 70 ans, on peut imaginer qu'il a la queue qui est fatiguée, donc il fera un peu moins de conneries. Mais les conneries, il les fait, puisqu'il ne respecte pas l'autorité de la chose jugée. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous mettez un dealer en probation en lui disant « Attention, tu ne recommences pas ». Mais ce dealer, vous lui permettez d'une façon ou d'une autre, je ne suis pas Merlin l'Enchanteur, là, j'ai pas toutes les solutions, mais vous permettez à cette personne en disant « Je te trouve un boulot, tu ne fréquentes plus de voyous, tu ne fumes plus, tu ne fais plus fumer les autres ». La probation servira à quelque chose. Mais vous mettez en probation quelqu'un qui va retourner dans son quartier, recôtoyer les mêmes personnes et avoir toujours aussi faim qu'avant de venir en prison. Eh bien, la personne va refaire exactement ce qu'elle faisait, puisque c'est son moyen de gagner sa vie et de même nourrir ses proches. Il y a un héroïsme dans le deal. Les petits dealers de quartier le font pas parce qu'ils veulent être des petits voyous, pour certains, parce que certains veulent, certains sont des mauvaises graines, mais d'autres parce qu'ils veulent nourrir leur père, leur mère, leur frère, leur sœur. Et ils ont ça sous la main, 4000 balles par semaine, qui flambent souvent malheureusement de façon stupide, mais argent mal acquis ne profite jamais. Et donc on est dans cette situation particulière où les grands coupables et les faux coupables ou les grandes victimes et les fausses victimes s'entremêlent, et il est très compliqué pour des flics, pour des juges et pour des SPIP, conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, de toujours voir les choses. Moi, la dernière SPIP que j'ai eue, qui était une femme formidable, que je rends hommage ici, je peux pas donner son nom par confidentialité, mais elle me reconnaîtra, au SPIP d'Evry, elle a été géniale. À Rambouillet, on me prenait pour un con, on rigolait quand je parlais, sauf qu'entre-temps, j'ai fourni l'article de Justicia Roule. Et quand la SPIP a lu ça, en traduction française parfaite, elle me dit « Ah oui, monsieur Karachi, en fait, vous nous avez jamais menti ». Ben non, je vous ai jamais menti. Quand j'ai fourni à la SPIP de Rambouillet, à la SPIP d'Evry, des mails où j'écrivais à Jacques Martin, bâtonnier de Montpellier, arrêtez d'inventer des choses sur moi, vous allez réussir à me faire condamner pour des choses que j'ai pas fait. Et l'autre, il me répond, mais je suis payé pour ça, pour vous faire condamner pour des choses que vous avez pas faites. Vous avez bien entendu ce que je viens de dire, hein? Eh bien, c'est qui le salaud? C'est pas moi. Alors, qui croire? Jean-François Karachi versus la justice, une sorte de conte de Monte Cristo-like. Personnellement, j'ai tendance à penser en fait que Jean-François Karachi est dans le vrai, mais je ne suis pas juge, je ne suis pas sa partie. Je vous laisse les clés de la vérité. Et je vous dis à très bientôt pour un autre épisode de la sécurité. Merci, à très bientôt, au revoir.